Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes au jardin du Haut-Chitelet à Xon-Rue-Longemer. Vous ne reconnaissez certainement pas cette structure, c'est normal, elle est toute neuve, réalisée spécialement pour les défis du bois, une édition spéciale qu'on va découvrir ensemble. Cette émission est enregistrée le vendredi 23 mai. Le jardin, lui, n'ouvrira que le 1er juin. On en parle tout de suite. Je rejoins tout de suite Caroline Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en charge du master architecture bois construction qu'on appelle master ABC à l'ENSTIB. Et c'est vous qui êtes aussi chargée des fameux défis du bois. Oui. Donc 21e édition, je crois. C'était les 20 ans l'année dernière. Déjà, bon, même si tout le monde commence à connaître, rappelez-nous un petit peu juste en quoi ça consiste ces défis du bois. C'est un exercice pédagogique, c'est pour ça que c'est rattaché à une formation. Et donc, on accueille alors nos étudiants, mais également les compagnons du devoir pour concevoir, fabriquer et puis finaliser un projet avec un partenaire. Et des étudiants en architecture aussi, c'est ça ? Oui. Ouais, alors voilà. Dans ce master, en fait, on accueille des ingénieurs extérieurs, ingénieurs de l'ENSTIB en dernière année de formation, des architectes qui sont déjà diplômés. Le diplôme est cohabilité avec l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. D'accord. Et l'ENSTIB. Cette année, je précise, c'est toujours des choses qui se passent par équipe. Donc cette année, il y avait 6 équipes de 6, donc 36 étudiants qui ont participé. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on dimensionne un petit peu suivant la demande du partenaire. Ouais. Donc cette année, on était dans un jardin pour lequel on avait possibilité d'installer 5-6 structures. Au-delà, ça aurait été peut-être un peu trop important, un peu trop chargé. Ouais. Donc on est parti effectivement sur 36 étudiants et voilà, et ça a très bien fonctionné. Donc, édition très particulière pour vous comme pour les étudiants parce qu'on se délocalise pour la première fois hors d'Épinal. Alors, vous êtes déjà sorti de l'ENSTIB à plusieurs reprises, mais vous êtes quand même toujours resté un petit peu dans le coin de... Voilà. Et là, cette année, carrément dans les Hauts-de-Vosges. Alors, le gros challenge en particulier, c'était l'hébergement. De trouver localement un endroit, donc là refuge de haute montagne accessible 10 minutes à pied, exceptionnel, privatisé pour les étudiants. Super. C'est vraiment, mais pour eux je pense que ça a aussi créé une cohésion particulière sur cette édition. Et puis pour nous côté organisation, un peu plus de logistique, puisque bien évidemment même si on avait des navettes entre Épinal et puis le Chitelet 2 fois par jour, il fallait quand même penser à tout avant. Puis il y a beaucoup de matériel à transporter. Tout à fait, également, beaucoup de matériel. Alors aussi cette volonté de venir construire ici, parce que c'est vrai que beaucoup nous ont posé la question, pourquoi vous ne faites pas comme les années précédentes à l'ENSTIB et puis transporter ensuite. La complexité ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'engin de levage parce que c'est pas praticable. Vous voyez les sentiers, on déambule. Puis il y a des plantes qui sont fragiles également. Tout à fait, donc il y avait aussi des consignes pour respecter justement les collections qui viennent du monde entier. Et donc, c'est une demande de la part du jardin. Oui. L'idée, c'est qu'il y avait quand même un cahier des charges assez spécifique à respecter. Vous avez travaillé pour ça aussi avec une paysagiste pour que ça s'intègre parfaitement dans le décor, en fait. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on travaille avec le jardin, puisque la première édition 2018 au jardin Jean-Marie Pelt à Villers-les-Nancy. Ici, l'objectif, c'était de magnifier le jardin et puis de pouvoir accueillir les visiteurs avec un programme qui était un peu spécifique en fonction des structures. Donc certaines vont être là pour justement accueillir un groupe, d'autres vont être là par exemple pour signifier le jardin depuis la route des Crêtes, un petit peu une sorte d'emblème, totem. Vu depuis l'extérieur, effectivement. Tout à fait, et puis qui propose aussi une vue panoramique sur le jardin. On avait des lieux pour plus méditer, se reposer, animer aussi, puisque l'objectif du jardin, c'est de pouvoir accueillir des groupes scolaires, en particulier des classes nature, pour faire des rencontres un peu thématiques avec des lieux où on puisse asseoir un groupe.
Puis de l'observation aussi peut-être, j'imagine, il y a quand même un petit peu de faune aussi ici. Oui. Tout à fait. Alors là, respecter le lieu, d'où effectivement Mélanie Penel, qui est la paysagiste qui nous a accompagnés sur le projet et qui a permis de donner du sens et de la cohérence par rapport au site. Contrairement au jardin botanique de Villers, ici, les structures, elles sont finalement assez proches les unes des autres. Donc il fallait assurer justement une continuité et ne pas laisser les équipes partir sur des choses qui étaient vraiment très hétéroclites. Je précise que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, il n'y a pas de classement, parce qu'on sait qu'habituellement, il y a toujours un petit concours entre les étudiants. Mais là, les structures sont trop différentes. On ne peut pas finalement les évaluer. C'est compliqué. Et puis, voilà, le défi, c'est d'aller au bout. C'est la coopération. Les participants, les défiboiseurs le comprennent tout à fait. C'est vrai qu'on a dépassé un petit peu ce grand prix comme on le mettait avant. Et puis, comme vous le dites, justement, il y a un programme finalement qui est un petit peu spécifique suivant les structures. Et puis j'imagine qu'en plus, déjà ça enlève peut-être une certaine pression et puis peut-être une cohésion qui est davantage importante entre tout le monde. Il n'y a pas d'esprit de compétition, on va dire. C'est ça. Voilà, tout le monde a gagné quelque part. Et puis tout le monde va au bout de ces beaux projets, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le challenge, il est d'aller au bout de la semaine avec des structures finalisées, et ça on ne sait pas avant de commencer, évidemment. Et donc là elles sont quasiment terminées, demain elles seront prêtes, vous ferez une petite fête de clôture et on pourra les découvrir, nous le public, le 1er juin. On en reparlera. Merci en tout cas Caroline d'avoir répondu à nos questions. On va redécouvrir l'édition de l'année précédente qui était assez spécifique aussi, avec des grandes structures pour le jumelage avec les villes jumelles d'Épinal. On regarde et on se retrouve juste après. Ils n'avaient plus la main sur leur structure samedi matin après plusieurs jours de dur labeur. Les 45 défiboiseurs sont venus à bout de ces 3 imposantes constructions et une demi-journée plus tôt que prévu initialement. L'heure était donc à la remise des diplômes et aux explications à l'espace court d'Épinal. Cette année, pas de grand vainqueur des défis du bois organisés par l'ENSTIB puisqu'il s'agissait d'une 20e édition un peu particulière. Chaque sous-équipe a fait un tiers de structure. On a fait 3 structures avec 9 équipes. Et donc voilà, le challenge, c'était vraiment que ça s'assemble, parce que chacun a travaillé de son côté. Et à la fin, tout s'est assemblé parfaitement. Puis c'était un mix vraiment entre architecture, ingénierie, avec les compagnons. C'était différent des autres années. On est reparti dans des choses un petit peu plus artistiques. Le projet, c'était de faire honneur au jumelage avec les 3 différentes villes, comme Chevet-Bichal, Gembloux et Épinal. Et donc l'objectif, c'était d'essayer d'allier 3 équipes avec des systèmes constructifs complètement différents pour montrer qu'on peut être différent, mais associé, on peut être plus fort en fait. Il y a eu des difficultés justement pour s'allier et pour essayer de se fixer les uns aux autres. Mais on a réussi et donc on arrive à monter à 6,50 m, ce qu'aucune des 3 structures ne peut faire théoriquement tout seul. Des structures qui seront donc offertes aux villes jumelées avec Épinal. L'une partira en Allemagne, à Chevet-Bichal, l'autre en Belgique, à Gembloux, alors que les villes fêtent respectivement leur 60e et 50e anniversaire de jumelage avec la Cité des Images. Au-delà du cadeau, un véritable symbole de paix. Il se trouve que nos anniversaires de jumelage correspondent au 80e anniversaire de la libération de la France, de notre cité. Nos nations ont réussi à faire preuve de résilience, de pouvoir aller au-delà de nos différends. On a vécu des moments festifs, on a porté des projets communs ensemble. Et donc c'est un bel exemple de résilience, un bel exemple de vivre ensemble entre nos nations, avec toujours cet esprit européen. C'est un magnifique cadeau que la ville d'Épinal nous offre, parce que le bois est un matériau vivant et ce matériau fait vivre aussi notre jumelage, et il est aussi finalement l'expression de cette aventure humaine que les compagnons bâtisseurs et les ingénieurs du bois qui ont conçu l'œuvre ont pu vivre ensemble. Donc c'est un cadeau magnifique. Vous savez, cela fait maintenant 60 ans qu'il y a un partenariat entre Épinal et Chevet-Bichal. Et aujourd'hui, je ne suis pas simplement heureux d'être là pour fêter ce jumelage, mais recevoir ce cadeau et voir que cette structure symbolise une amitié jusque dans son design, car les gens pourront s'y rencontrer et même échanger.
C'est important aussi de voir tous ces jeunes qui s'engagent dans des matériaux plus respectueux de notre environnement. Les œuvres seront démontées pour quitter la ville. Celle qui rejoindra l'Allemagne illustre l'amitié entre les peuples au travers d'un lieu de rencontre. Celle qui trouvera sa place en Belgique est un clin d'œil au beffroi de la commune inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, la dernière symbolise la complémentarité et la singularité des 3 villes. Elle sera à découvrir d'ici peu dans la roseraie de la Maison Romaine à Épinal, où elle abritera une fontaine. Je retrouve tout de suite Alice Malivert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'ENSTIB, ingénieure du bois. Vous avez participé forcément à ces défis du bois. Là, vous n'avez pas votre casque, mais vous êtes casque bleu. C'est-à-dire que vous êtes responsable de la communication cette année extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et vous parlez à la presse. Donc voilà, c'est vous qui nous recevez. On peut dire que c'était une édition vraiment particulière cette année. Alors, oui. Chaque étudiant ne connaît qu'une fois les défis du bois dans sa vie, mais vous en avez forcément entendu parler. Et cette année, c'était complètement différent, effectivement. Et oui, c'était différent parce qu'une édition à huis clos, ça s'était jamais fait. Et c'était un peu source de déception pour nous au début parce que pouvoir avoir la visite du public à l'école, c'est vraiment quelque chose d'excitant, d'exaltant. Pour eux comme pour nous. Et en fait, cette déception s'est transformée au final en quelque chose de bon, puisque ça a réussi à créer une cohésion entre nous. Et puis, au sein même du jardin, on a pu prendre plus le temps de communiquer entre nous, au lieu de communiquer avec le public. Et au final, on a quand même trouvé une solution de communiquer avec le public grâce aux réseaux sociaux. Et chaque casque bleu, donc chaque responsable de communication de chaque groupe, a pris son rôle très à cœur et a fait beaucoup de publications sur les différents réseaux pour tenir tout le monde au courant. Donc, je pense que ça a bien plu à tous. Et même, ça a même fait monter finalement l'intérêt pour ce qui se passe, parce que généralement, ce qu'on ne peut pas voir suscite la curiosité. Et là, vous l'avez vraiment constaté, quoi. Vous avez atteint des scores inégalés en termes d'audience. Hein. C'est vrai. Il me semble 154 000 vues sur ces derniers jours. Enfin, c'est vraiment... Sur le site, sur le compte Instagram de l'ENSTIB, effectivement, qui reposte nos différentes images. Donc oui, c'est vraiment chouette. On est content que ça se passe comme ça. On avait un peu peur que ça tombe à l'eau et que le public porte moins d'intérêt puisqu'il ne pourrait pas venir nous voir directement. Mais au final, ça a eu l'effet inverse. Donc on est vraiment... c'est une chance au final. C'est parfait. Et puis vous, du coup, de votre côté, petit cocon, en plus avec, comme nous disait Caroline tout à l'heure, ce refuge où vous vous retrouvez tous les soirs, j'imagine que ça va laisser des super souvenirs pour les étudiants. C'est vraiment un cadre royal. C'est vraiment royal. On est dans un chalet, tous ensemble, comme une grande colonie de vacances. Et tous les groupes cohabitent super bien ensemble. Donc quand on rentre, on a beau être fatigué, on a beau en avoir plein les pattes, on est content de se retrouver ensemble autour d'une table et puis de discuter, de rire des différents événements de la journée, de passer en revue toutes les stories de tout le monde pour rattraper les événements de la journée. Mais oui, c'est vraiment chouette. Alors, j'imagine que ça a aussi quand même généré certaines contraintes de travailler ici. On le voit bien, tout n'est pas hyper accessible, les sentiers sont étroits. Vous avez quand même beaucoup de matériel, des échafaudages. Il a fallu scier du bois, amener des planches, etc. C'était pas trop compliqué? Heureusement qu'on a des bras. Ouais. Heureusement qu'on a des bras et qu'on est jeune et plein de vigueur. Oui, effectivement, on a dû un petit peu marcher dans tous les sens, mais bon, ça fait aussi partie des défis. Et puis au final, on avait des zones bien délimitées. Il y a des groupes qui étaient un peu plus chanceux que d'autres quant à leur position dans le jardin, puisqu'en fait on ne pouvait pas forcément couper le bois et mettre de la sciure partout dans le jardin, par respect pour les différentes plantes. Et donc il a fallu délimiter des différentes zones, mais on s'en est quand même... on n'en a pas trop pâti, je trouve. Peut-être pour le rangement des échafaudages, il faut un petit peu des muscles, mais dans l'ensemble, je pense que... ça n'a pas trop... Vous avez fait votre sport de la semaine. On a fait notre sport, c'est ça. Je pense qu'on va bien dormir. J'en profite pour faire un focus sur cette structure à laquelle vous avez participé. C'était votre équipe. Exactement. C'est les trilles, c'est ça? Non, la résille végétale. La résille, j'ai confondu. Et la vrille, la résille, c'est compliqué. N'importe quoi. Donc la résille végétale, alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez imaginé la chose en 2-3 mots. Ouais. Alors nous, on s'est inspiré de la mousse, parce que c'est ça qui nous a un petit peu touché quand on est arrivé dans le jardin, cette petite mousse qu'il y a partout par terre.
et on s'est dit... En forme d'étoile, exactement. Ouais, et on s'est dit, ce motif-là, on a un peu envie de le retrouver, de le transformer en quelque chose de géométrique, de mathématique qu'on pourrait mettre en place entre ingénieurs et architectes. Et donc, en fait, voilà, on a réfléchi, on a trouvé des inspirations et puis on s'est lancé. Et on a vraiment voulu mettre en place quelque chose qu'on pensait simple, puisque c'est vraiment une répétition, en fait, mais il y a beaucoup de pièces. Et il y a quand même beaucoup de pièces. Voilà, simple, je pense que là, j'ai vissé beaucoup de vis ces derniers jours. Je veux bien vous croire. Mais oui, voilà, l'idée, c'était vraiment... s'intéresser au tout petit et le rendre très grand, cette différence d'échelle dans le jardin qui fait qu'on peut arriver, se promener, se baisser, regarder des toutes petites fleurs et ensuite se lever et jeter un œil à la tourbière qui s'étend devant nous. Donc c'était un peu ça l'idée. Petit coin d'ombre aussi. Pour méditer, ça notre cahier des charges. Parce qu'il y a quand même des arbres, mais voilà, ça fait... En été quand même, ça va se réchauffer. Très sympa. Eh bien, très bien, merci Alice d'avoir répondu à nos questions. Merci, on va refaire une deuxième pause dans cette émission et on va revenir découvrir une exposition de Vincent Munier qui s'est tenue il y a quelques temps ici. C'était très joli, je vous propose de revoir ça et on se retrouve juste après. Blanc, c'est l'intitulé de cette exposition d'une vingtaine de clichés qui ne demande qu'à ce que le visiteur s'attarde à quelques 1220 mètres d'altitude au col de la Schlourte et plus précisément au jardin botanique du Haut-Châtelet. Blanc comme la neige qui saupoudre en hiver le massif et fascinait déjà un jeune Vosgien qui plus tard allait devenir un photographe animalier reconnu du public et de ses pairs. Dès qu'il neigeait, en fait, étant gamin, j'avais vraiment le sourire, la banane, quoi. J'avais le sourire et je prenais mes skis ou mes raquettes et mon appareil photo et j'allais dans la tempête. J'ai cette sensation d'effacer un peu tout ce qui est superflu, de laisser un peu l'essentiel et j'aime beaucoup ce côté minimaliste. Une petite bête qui se balade dans un grand désert blanc. Des photographies empruntées jusqu'en septembre prochain à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand à Paris. Après avoir hiberné durant l'hiver, le site a en effet rouvert ses portes début juin avec ses 2800 plantes de montagne, la plus importante collection française et dont la floraison promet d'être à la hauteur des attentes des visiteurs. Cette année, on a eu 20 cm de neige au Châtelet à la fin avril. 20 cm, c'est le record absolu. Il n'y a jamais eu autant de neige à cette période-là. Et du coup, les plantes ont pris presque 3 semaines de retard. Et pour le coup, cette année, on va vraiment avoir beaucoup de floraison à la fois au mois de juillet et également courant du mois d'août. Ces paysages enneigés ne sont pas sans rappeler ceux de La Panthère des Neiges, réalisé par Vincent Munier et césarisé meilleur documentaire en 2022. Le photographe qui travaille cette fois sur un autre film, La forêt vosgienne, en est l'héroïne principale. Et donc on va essayer d'embarquer les gens, ça va pas être évident, mais de les embarquer avec nous dans nos affûts, avec une espèce phare qui va être le grand tétra dont on parle beaucoup en ce moment. Vous avez dit grand tétra. Rappelons que 9 spécimens norvégiens ont été relâchés dans le massif vosgien fin avril. Vincent Munier a un avis bien tranché sur la question. La majorité des scientifiques sont contre. Il y a eu un rejet massif suite à une consultation publique et que malgré tout, nos institutions y vont, quoi. Elles vont dépenser pas loin d'1 million sur 5 ans. Je trouve ça ahurissant. Avec l'exposition des photos de Vincent Munier, le site co-géré par le Jardin botanique de la métropole du Grand Nancy et l'Université de Lorraine espère faire encore mieux qu'en 2023, où 17 000 visiteurs s'y étaient rendus. Ouvert au public jusqu'au 30 septembre. Je retrouve cette fois Frédéric Potts, bonjour. Bonjour Naïs. Alors vous êtes directeur du jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Je rappelle que c'est géré par le Grand Nancy, c'est ça, et alors l'université. Alors effectivement, on est co-géré, on est un musée de la métropole du Grand Nancy et en même temps on est un des services de l'Université de Lorraine. Donc on a des universitaires et des agents métropolitains. Qui viennent donc ici passer tout l'été, c'est ça? Alors effectivement, le gros des équipes est à Nancy, au jardin botanique Jean-Marie Pelt, et comme beaucoup de jardins botaniques, tout ce qui est d'ordre tempéré et tropical, c'est à Nancy, et tout ce qui est des plantes de montagne et très haute montagne, eh bien c'est dans notre jardin du Haut-Châtelet. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici sans être exhaustif, mais pour qu'on se donne une idée? Alors on a 3 principales collections. On a premièrement 2800 plantes de montagne, donc on invite vraiment les gens à une déambulation dans les montagnes du monde, l'Himalaya, la Nouvelle-Zélande, les Balkans, les montagnes rocheuses, la cordillère des Andes. Ça c'est une grosse partie du jardin, c'est la plus grosse collection botanique de montagne de France.
Ouais. Deuxièmement, on a une réserve naturelle, on a une tourbière avec des espèces protégées au niveau national et on a un petit parcours qui permet d'aller découvrir cette réserve. Et puis on a une hêtraie, on a des vieux arbres, puisqu'on est ici, vous savez, autour du col de la Schlourte. Il y a énormément de réserves naturelles, donc tout notre secteur est protégé. Et donc, pour justement pouvoir davantage observer, etc., vous avez décidé de faire appel au défi du bois, du coup que vous connaissez, parce que si je ne dis pas de bêtises, en 2018, vous avez bénéficié de structures à Nancy. Exactement, donc en 2018, on avait déjà eu une première expérience de la construction de 10 micro-architectures. Et puis on a voulu réitérer, puisque le Chitelet est dans une dynamique. Il y a quelques années, on était très peu connus. Il y avait 5000 visiteurs par an seulement, entre le 1er juin et le 30 septembre. Et puis 5000, 7000, 9000. L'année dernière, 22 000. Grâce notamment à une expo de Vincent Munier. Et donc cette année, on a voulu donner encore un nouveau souffle. Et donc, en lien avec l'ENSTIB et les défis du bois, on a cette chance cette année d'accueillir les défis qui va donner encore un nouvel élan à notre jardin du Haut-Chitelet. Alors justement, vous en pensez quoi? Vous les avez vus se construire peu à peu toute cette semaine. Bon, vous aviez vu les plans, etc. Là, le fait de les voir réellement, vous en pensez quoi? C'est vraiment un plus parce que déjà, on avait une diversité de collections importante, mais là, vraiment, ces micro-architectures, elles vont s'intégrer. Elles ont été pensées en fonction de nos différents espaces et vis-à-vis des publics, notamment des jeunes publics. Parce que la botanique et les plantes de montagne, c'est quelque chose d'un petit peu, qui est peu accessible. Et grâce à ces micro-architectures, on s'ouvre a priori vers un nouveau public. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et ça donne aussi du volume, je trouve, un petit peu à ce jardin. On va pouvoir rentrer dans les cabanes, on va pouvoir déambuler, on va pouvoir avoir des points d'observation, on va avoir un lieu de médiation, puisque tous les étés, on a un programme culturel avec des démonstrations, de la musique et autres. Et maintenant, on aura un lieu dédié grâce au défi du bois. Justement, c'était ma question. Si on devait dire un petit mot peut-être de cette programmation qui peut-être a été un petit peu aussi orientée par rapport à ces structures. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ces micro-architectures, nous, on avait un besoin. On veut accueillir des enfants. Pour l'instant, les jeunes Vosgiens ne pouvaient pas monter au Chitelet parce qu'on n'avait pas de lieu d'accueil. Grâce au défi du bois, on va pouvoir maintenant accueillir des scolaires. On a un vrai lieu dédié à la médiation. Et puis, on a toutes ces micro-architectures qui vont en fait compléter vraiment le parcours de visite. On peut très facilement passer 2 heures ou 3 heures maintenant chez nous. Est-ce qu'on peut annoncer 1 ou 2 temps forts là, de l'été peut-être? Alors, on a une belle exposition photo. Donc on ouvre le 1er juin, du 1er juin au 30 septembre, on a une belle exposition photo et puis on a tout ce parcours de la découverte des micro-architectures. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. On débute ce résumé des infos de la semaine avec ce petit tour d'horizon sur les travaux en cours à Épinal. Sur le site de la filature, les archives municipales achèvent leur transfert. Un lieu qui sera ouvert au public et qui sait, lieu de départ pour une balade sur l'île du Champ du Pin qui sera réaménagée. Elle avait subi un incendie en 2021, l'école de Saint-Laurent a fait peau neuve et se dote même d'une extension. La municipalité s'est également inspirée de la Suisse et des Pays-Bas pour réaliser un cheminement coloré, sécurisé, dont seront dotées toutes les écoles. Le parc du Cours, lui, poursuit sa métamorphose pour renforcer son rôle d'îlot de fraîcheur et accueillir des événements culturels. Enfin, place au début des travaux à la Halle des Sports en septembre, prévus pour durer jusqu'en août 2026. Les jeunes footballeurs du club de Charmes ont affronté amicalement l'équipe de Richard Ménil samedi dernier sur le nouveau stade synthétique des Charmottes. Pendant que l'on inaugurait cet équipement financé par la communauté d'agglomération d'Épinal et la commune, ce terrain de près de 800 000 € a été subventionné à 44% par l'État, le département et le fonds d'aide au football amateur. Sa surface à base de caoutchouc recyclé permet une pratique sportive en toute saison et ne nécessite pas d'arrosage. La communauté d'agglomération d'Épinal gère en tout 35 terrains, dont désormais 9 en synthétique. Elle avait beau être en bois, le lait coulait abondamment d'épis de cette vache, l'une des nombreuses animations ludiques proposées à l'occasion de la ferme en ville, un événement destiné à rapprocher le citoyen du monde agricole et qui avait pris ses quartiers ce dimanche au jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges. Exposition d'anciens véhicules agricoles, baptême de tracteurs, piscines de paille ou vente de produits locaux étaient notamment proposés par de nombreux partenaires pour sensibiliser petits et grands à l'agriculture locale et durable. Selon la municipalité, partie prenante, ce ne sont pas moins de 1200 visiteurs qui ont fréquenté cette première édition.
Carton plein samedi dernier à Épinal de la 14e édition, mais seconde post-Covid du festival solidaire à Frisson de l'association Agir Ensemble, implanté désormais à proximité de la Moselle. Sur l'esplanade de la Maison Romaine, plusieurs animations et groupes se sont succédés du milieu d'après-midi jusqu'en soirée, et il y en avait pour tous les goûts. Un festival solidaire donc, puisque permettant de financer un chantier au Sénégal, en l'occurrence la construction d'un mur autour d'un village isolé. Une école est ensuite envisagée. Plusieurs milliers d'euros ont été collectés ce jour-là, mais des dons sont toujours possibles. Et les bénévoles d'Agir Ensemble seront présents fin septembre au festival Festi la Vida à Raon-au-Bois. Il s'agissait d'un des 3 derniers concerts de la saison donnés par l'orchestre La Belle Image, initié et porté par la communauté d'agglomération d'Épinal. Dimanche en l'église de Saucourt, à proximité de Charmes et comme la veille à Pouxeux. C'est une proposition originale qu'ont pu écouter mélomanes néophytes ou avertis. 2 œuvres, 4 saisons. Celle très connue de Vivaldi ainsi que celle plus confidentielle de Piazzolla, dont les sonorités argentines surprennent autant qu'elles séduisent. 3 concerts donnés avec la soliste Anna Gauquel. Et voilà, l'émission est terminée. Les jardins, eux, vous pourrez les découvrir à partir du 1er juin, donc ce dimanche. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup d'œil. On se retrouve la semaine prochaine.